Hey, salut, vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog. Donc, on va y aller en ce moment pour un peu de crypto news aujourd'hui parce que une couple d'affaires qui se passent tranquillement pas vite. Dernièrement, je sais que là, il y a gros peut-être du monde qui vont focuser sur le convoi, puis etc. Mais dans le monde de la crypto, il y a quand même une couple d'affaires qui se passent. Donc, on va faire le tour rapidement de ça. Il y a le monde du gaming, il y a le monde il y a Ferrari qui se lance dans les NFT. On va apprendre des nouvelles un peu de Julian Assange. Julian Assange puis de Crypto. Donc, au début, je me demandais un peu où est-ce que je m'en irais avec ça quand j'ai vu l'article. Finalement, c'est intéressant. Donc, on va parler de ça, on va parler de Gala Game, de XRP, puis on va peut-être même parler de Shiba Inu qui a fait une rise dans son prix ce matin. Puis là, en ce moment, je regarde la charte, puis je suis comme, oh my god, c'est encore pire que ce que je pensais. Ça a doublé de ce que c'était. Je suis un peu surpris en ce moment. Donc, on va regarder tout ça ensemble, la gang. Avant qu'on switch à nos écrans principaux, par exemple, si vous êtes nouveau puis vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, juste apaiser sur le petit bouton rouge d'inscription ou d'abonnement en dessous de cet écran. Puis si vous n'êtes pas nouveau mais que vous aimez le contenu, vous pouvez vous inscrire ici. Laissez-moi des commentaires et vos avis le plus possible dans la section faite pour ça. Encore une fois, en dessous de la vidéo. On va jumper un peu plus au stock juteux de la journée. Oups, faut que je vous transfère ma fenêtre, ça sera pas bien long. Semble-t-il que c'est désactivé. Donc, on a Ferrari qui regarde pour intégrer des NFT dans le Metaverse puis dans le Web 3.0. Ce qui veut dire que, pour ceux qui ne savent pas, le Web 3.0, ça va être le remplaçant de l'Internet qu'on a actuellement. Il y en a qui vont peut-être se demander un peu où c'est que je m'en vais avec ça, mais non, ça va être comme ça va se passer, parce que l'Internet qu'on a en ce moment a un gros problème de fiabilité et de sécurité de l'information. Ce qui veut dire prendre tout ce que vous faites sur Internet et enregistré et tracé. Le Web 3.0 va être crypté, ce qui va empêcher cette traçabilité, à moins que vous ayez accepté d'être tracé. Donc, pour ceux qui se demandaient un peu qu'est-ce que veut dire le Web 3, ou tout d'habitude on dit le Web 3.0, je ne sais pas pourquoi il est écrit juste 3 ici, mais Web 3.0, c'est l'équivalent de votre Internet à vous, mais plus sécurisé, puis plus décentralisé aussi, à la mesure où il va y avoir, il y a comme personne qui va contrôler le système au bout de la ligne. Ça va être tout le monde ensemble, juste parce qu'on va participer au système. Donc, Ferrari qui décide de se lancer dans les NFT puis qui va sûrement créer des chars de luxe en format digital qui vont être drivable. En français, on dit vous allez pouvoir conduire dans les metaverses. Et ils vont faire ça avec une blockchain qui s'est appelée Velas. J'ai fait le tour de ça rapidement ce matin. J'étais comme ok, qui est un peu inconnu pour moi. Je sais pas pourquoi. Ça a l'air d'être une blockchain basée en Italie ou en Espagne, si je me trompe pas. Mais qui semble quand même super prometteuse. Puis qui est une espèce de blockchain, de multi-blockchain qui permet qui est basé par-dessus Solana, mais qui permet de gérer tout ce qui est des contrats d'Ethereum. Donc, c'est un mainnet qui a été lancé en 2019. Puis, ça a l'air prometteur, mais je vous avoue que c'est tellement inconnu que j'ai resté un peu caduque. Tu sais, quand on se retrouve devant une espèce de situation, est-ce qu'on évalue quelque chose, qu'on se dit, bon, est-ce que ça va être un bon projet ou pas, puis qu'on regarde le website, puis ça a l'air super amazing de même. C'est exactement là où il faut aller faire des plus grosses recherches, ce que je n'ai pas fait. Mais si Ferrari se lance dans cette blockchain-là, je me dis qu'il y a sûrement moyen d'évaluer tout ça. Donc, checker. En plus, ils ont déjà une couple de partners. Bluezilla, Crypto Valley, Solana, Blockchain Suisse, Coinbro. Quelques noms qu'on reconnaît déjà. CoinGecko, bien sûr, Aggregator. Ici, ils ont les échanges sur lesquels vous pouvez retrouver. Donc, Bitrex, Uniswap, Pancake, QQueen, HitBitsy. Il y en a que je connais pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire vos recherches quand vous vous retrouvez sur une blockchain comme ça. Mais si Ferrari s'enligne sur ça, j'imagine qu'il y a une évaluation à aller faire là. Il y a des bonnes chances que ça vaille la peine. Ils ont l'air d'avoir mis de l'effort quand même sur leur website. Ils ont l'air de parler de plus de 75 000 transactions possibles par seconde aussi. C'est totally amazing. Donc, à voir. Il y a plein de blockchains comme ça, style Zilliqa, qui
ont un potentiel futur, mais qu'on ne sait pas s'ils vont pas finir racheter ou s'ils vont pas mourir dans l'œuf au bout de la ligne. Je me le demande personnellement. Il y en a comme trop maintenant. Okay? Donc, mon avis sur le sujet. Ensuite, on a BuzzFeed qui se fait backslash parce qu'ils ont divulgué le nom des founders du Bored Ape Hatch Club, qui est une espèce de club de NFT, de singes, comme ça. Donc, ce serait un des founders ici qui serait, attendez un petit peu là, son nom personnellement. Ici, ce serait Greg Solano. Puis on aurait Willie Aronow ici, qui seraient les deux founders du Bored Ape Yacht Club, qui se trouve être un des plus gros clubs de NFT au monde. Je pense que ça vaut quelques millions chaque NFT. Au début, ça avait été donné gratuitement en plus. Donc leur nom a été comme révélé de façon semi-illégale, on va dire, parce que ça avait été gardé comme secret. Puis c'est sûr qu'il n'y avait pas comment je dirais ça? Il n'y a pas de loi pour l'instant, selon ce que j'ai pu comprendre, qui empêchait que leur nom soit révélé, mais c'était pas voulu de leur part. Ça a été un journaliste qui a fait une grosse recherche et qui a réussi à découvrir que c'était les deux fondeurs. Donc, ensuite, il y a gros du monde qui sont contents de ça parce qu'ils disent comment on fait pour les tenir responsables de quoi que ce soit si on ne sait pas ils sont qui. Mais jusqu'à un certain point, ma question rendue à ce point-là, c'est tu voulais les tenir responsables de quoi dans la mesure. Puis encore là, si c'est une question de retrouver c'est qui avec la blockchain, on pourra peut-être pas retrouver directement c'est qui, mais en faisant une belle petite enquête, ça sera pas plus dur de retrouver c'est qui, je pense. Je pense que jusqu'à un certain point. Oui, la blockchain est cryptée parce que ça empêche le 99,9% du monde de retrouver, mais on peut retrouver les transactions sur la blockchain. On peut retrouver jusqu'à quel ordinateur ils ont été faits. Probablement qu'ils ont utilisé un VPN, puis etc. Mais au bout de la ligne, s'il y aurait vraiment un crime de fait, il y aurait sûrement moyen au bout de la ligne faire une enquête pour trouver c'est qui pareil. Là, eux, ils ont rien fait. Là. Ils ont fait un bonhomme, une série de bonhommes en 2D. Ils les ont vendus, puis le monde a décidé de payer des millions de dollars. Fait qu'ils ont fait un club avec ça, puis ils organisent des séances privées dans le club. T'sais. Ok, il y en a qui vont dire peut-être que le club il pourrait avoir des mauvaises raisons en arrière, mais pour l'instant, c'était pas ça. C'était un club de monde qui avaient acheté la même image, puis qui se tenaient ensemble, puis qui ont revendu leur version, qui en avaient acheté 2-3, ils en ont revendu, ils sont rendus millionnaires. Ils n'ont pas l'air d'avoir grand-chose à se blâmer pour l'instant. C'est une gang de fans qui se connaissaient même pas. Je peux pas croire que les 10 000 personnes, je pense, qui ont un Bored Ape Hatch Club, là, tout d'un coup, c'est toutes des mauvaises personnes, puis il fallait savoir qui avait ces NFT-là. T'sais. Donc, c'est sûr. Mon avis, c'est que c'était peut-être pas correct de la part du journaliste. S'il y aurait eu besoin, est-ce que leur personnalité soit dévoilée, je pense parce qu'il aurait dû avoir de quoi de malicieux de fait. Pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. C'est pas de ça qu'on parle. Il n'y a pas personne qui dit qu'ils ont fait de quoi de mal. Au contraire, ils ont fait de quoi puis ils ont réussi dans la vie. T'sais. Fait que là, c'est un peu partagé par le dévoilement. Mais en même temps, ils n'ont pas l'air de s'en faire. Si vous voyez, regardez Gordon, on se ramasse sur son Twitter, il dit je me suis fait doxed, en voulant dire mon nom s'est fait sortir, et il dit contre ma volonté, fait que il dit ça, il dit c'est moi dans le Web 2, puis ça, il dit c'est moi dans le Web 3. On voit sa photo Web 2.0, comme je vous disais, Web normal, parce que tout le monde doit te reconnaître, puis ça, c'est ma photo quand je suis sur le Web 3. Puis là, ça permet de garder jusqu'à un certain point une anonymat, ce qui peut être bien. Personnellement, j'utiliserais probablement ma vraie photo pareil sur le Web 3, mais je serais pas mécontent de montrer que j'ai un Bored Ape si j'en aurais un là. Je pense que ça serait really nice. Donc, c'était la news pour ce qui est du Bored Ape Hatch Club. BuzzFeed s'est fait un peu taper sa tête, puis j'avoue qu'au montant qu'eux autres y ont en backup, ça serait pas dur de revenir contre le journaliste, mais ça avait pas l'air de leur faire grand chose. Encore une fois, il dit got doxed, so why not? Web 2.0 versus Web 3.0. Pourquoi ça reclique tout le temps? Versus Web 3. T'sais. C'est comment, hein? J'avoue, ça vaut pas la peine des fois de se faire chier avec si peu. Et s'ils savent qu'ils n'ont rien fait de mal, les gars, je vois pas pourquoi ça les inquiète. Justement, ça n'a pas l'air de les inquiéter pour zéro pinball.
Fait que je trouvais que c'était intéressant de voir cette news-là. Ensuite, Julian Assange, pour ceux qui ne savent pas trop, Julian Assange, c'est le monsieur que vous voyez là. Puis lui, ça se trouve être une espèce de hacker, ou je suis pas sûr s'il a hacké ou il a juste sorti des informations qui n'avaient pas le droit de sortir, qui appartenaient au gouvernement américain, puis tout ça. Américain, peut-être même américain. Puis c'est des informations de guerre, là, où il y a eu des crimes de guerre carrément de fait par les gouvernements, puis par l'armée américaine. Puis tu sais, quand on dit crime de guerre, on parle de choses dégueulasses, là. OK? On parle de choses graves, il n'y a pas juste tuer du monde, là. Il y a eu c'est ça, il y a eu des affaires dégueulasses. Mais je veux pas embarquer là-dedans parce que je veux pas me mettre à parler de ça. Mais lui, il a sorti ces informations-là, puis il les a mis au grand jour. Puis là, le gouvernement des États-Unis, les autres, ils ont essayé de l'extradier du pays où il était rendu pour essayer de l'amener en prison, puis pour le blâmer d'avoir révélé que le gouvernement avait fait des grosses affaires dégueulasses. Fait que les autres, ils veulent l'emprisonner comme à vie, tu sais, probablement peut-être même suggérer d'être tué rendu là, parce que jusqu'à certains points aux États-Unis, je pense qu'ils se permettent encore la peine de mort. Donc, ça a l'air d'être rendu quand même assez élevé, sauf que là, il est pogné dans une prison. Attends un peu, je veux pas dire n'importe quoi, là, blablabla. Il est pogné dans une prison de Bretagne, British Court. Non, c'est la British Court qui a rule. Bon. En tout cas, je sais qu'il n'est pas pogné aux États-Unis, mais que là, les États-Unis veulent l'avoir. Puis là, il y a du monde qui ont parti un DAO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une organisation où les gens vont prendre des décisions en groupe par démocratie. Donc, ils vont aller acheter des fois un coin, puis là, ce coin-là va leur permettre de passer des votes selon les questions qui vont être passées. Puis, il y a un DAO qui a été créé qui a permis de monter jusqu'à 38 millions de donations afin d'aider à libérer William Assange de toutes les charges qui sont posées contre lui en disant que finalement, parce que là, aux États-Unis, il est jugé comme étant un criminel de guerre, puis eux autres, ils veulent en faire un paria. Mais là, il y a du monde qui a réussi à monter jusqu'à 38 millions de dollars pour aller faire comme non, on va l'aider, nous autres, on va y payer des avocats, mais on va le sortir de dans la marde. C'est pas un criminel, c'est un héros, ce gars-là. T'sais. Puis, je dis pas qu'ils ont raison, qu'ils ont tort, là, je veux pas me lancer sur le sujet, mais je suis comme moi, hein, mais j'avoue que quand t'es capable de raiser 38 millions, ce qui veut dire 12,56 Ethereum, pour aider un gars qui serait supposément un criminel mondial de guerre très grave, qui a l'air bien plus d'un gars tout à fait commun, là. Hein? On regarde sa face, puis je sais pas s'il y en a qui l'avaient vu de quoi qu'il avait l'air quand il était dans le... On pourrait peut-être avoir une photo Facebook et Google de lui, là, parce que je sais que vous allez pouvoir en trouver des fucking drôles de lui. À un moment donné, ça a l'air qu'il était dans un consulat américain, je sais pas trop où, puis il a passé 8 ans là-bas. Il faisait du skate dans le consulat à longueur de journée, parce que c'était rendu qu'il vivait là, lui. Là. On va aller juste voir sa tronche, là. Tu sais, regardez quand il a l'air de... Il y a plein de photos de lui, là. Plein de modes. Tu sais, regardez, plein de barbes. Puis à un moment donné, il avait l'air fucking pouilleux. Parce que justement, il était dans une espèce de dépression, pogné là-dedans, lui, là. T'es pogné dans un consulat, là. Tu peux même pas sortir, manger, rien. Là, nous autres, on chiale parce qu'on est confinés à cause du COVID. Lui, il a passé 8 ans, si je me trompe pas, dans un consulat. Tu sais. Fait que... Puis ils ont essayé de l'accuser de toutes les affaires pas possibles aussi. Ils ont essayé de dire que c'était un pédophile. Ils ont essayé de dire... Ils ont jamais été capables de le prouver, ça a été réfuté, puis au contraire, là, tout le monde avait l'air d'être avec lui. Là. Mais je réussis pas à trouver la photo, ce qui avait l'air d'un fucking pouilleux. Mais c'était pas pour le dénigrer, anyway, c'était pour dire, tu sais, ça a l'air d'un gars normal, là, il a genre pas l'air d'avoir fait de quoi, il a pas l'air d'un gars bien méchant, au contraire, là. Il a l'air d'un gars qui a été persécuté à cause de ce qu'il a révélé. Fait encore une fois, je trouve que c'est fucking interesting de voir que le monde de la crypto permet une espèce de mentalité de ok, ça c'est pas juste, on va faire de quoi pour, puis l'argent s'en va pas dans les poches d'une organisation qui dit finalement, comme GoFundMe là, qui reçoit 10 millions, qui dit finalement on va le garder le 10 millions, on le donnera pas à qui c'était supposé aller. Genre, au bout de la ligne, la crypto évite ça. L'argent va être transféré dans le compte de la personne qui a parti le projet puis qui en a besoin. T'sais.
c'est sûr qu'au bout de la ligne, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, la banque, elle peut la prendre, l'argent. Ouais, là, c'est sûr, mais après, j'imagine que ça s'ostine, tu sais. N'importe qui a le droit de recevoir de l'argent dans son compte de banque. Là. Si en plus, tu es capable de prouver que ça a été fait d'une façon correcte, personne qui a dit pour l'instant que tu recevais de l'argent US ou canadien dans ton compte, mais que c'est de l'argent qui venait de la crypto, que c'était de la fraude. Au contraire, ils veulent la taxer. Pour l'instant, là, Canada, États-Unis, Bretagne, n'importe qui, ils veulent tout taxer ça. Ils sont comme, on disait que c'était pas vrai, mais là, finalement, on voudrait prendre 25 à 50% des taxes là-dessus. Ils peuvent pas, le gouvernement peut pas dire que c'est tout de la fraude, c'est tout pas vrai si tu veux le taxer. Là. Ça ferait no sens, ok? Bon. Fait assez intéressant, c'est mon avis. Ensuite, petit disclaimer, je pense qu'il faut faire attention des gens. Ça a l'air que les protesteurs du convoi pour la liberté au Canada qui sont à Ottawa sont en train de migrer vers la blockchain pour avoir leur fundraising que GoFundMe leur a pris. Puis j'ai lu l'article, j'ai été fouillé un petit peu, puis je suis comme non, c'est une arnaque ça. Je suis presque sûr et certain que c'est pas... je suis sûr et certain que c'est pas vraiment les founders du convoi qui ont fait ça. Ça ferait aucun sens que ils s'en aillent vers une plateforme crypto qui leur permet même pas de cacher leur argent en ce moment. Parce que c'est ça le problème, là, c'est que la plateforme sur laquelle supposément ils sont en train de transférer pour faire ça en crypto leur permet même pas de retirer de l'argent. Parce qu'il y en a des compagnies crypto qui commencent et qui disent ok, là, nous, on va faire ça, puis dans un an, peu importe l'argent que vous allez mettre là-dedans, vous allez pouvoir retirer. Mais ça en fait partie de ces projets-là qui disent quand le projet va être plus loin, l'argent que vous allez déposer dans le projet, vous allez pouvoir le retirer dans 1 an, 2 ans, peut-être 3. T'sais. Là, c'est ça. Ça ferait no fucking sense que les fondateurs du convoi font ça. Ils sont totalement... je dis pas qu'ils sont totalement brillants ou totalement caves, mais je pense pas qu'ils soient assez caves pour aller donner de l'argent puis dire on peut pas la reprendre cet argent-là, mais on l'a mis là, mais on peut pas l'utiliser. Non, ça a l'air bien plus d'une arnaque de quelqu'un justement qui s'est dit ça c'est une belle plateforme, le monde peut pas retirer on peut pas retirer là-dedans, mais moi je peux demander à tout le monde donne-moi de l'argent pour le convoi, je vais le retirer, je suis un des fondateurs, je vais le retirer, mais on va le donner. Puis que là, tout d'un coup, finalement, non, personne ne peut le retirer, ça reste dans le compte de Bobby, puis Bobby, dans 2 ans, mais qu'il peut le retirer, lui, il va retirer un beau pactole. T'sais. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu la magouille qui se fait. Soyez prudents, il y a pas juste du monde croche du monde croche partout, dans le fond. Fait que là, c'est ça. Je ferai attention avec ça. Puis, petite parenthèse, GoFundMe, je pense qu'ils n'ont pas aimé se faire boycott puis se faire target solide à cause de ce qu'ils ont fait. J'ai vu des posts épouvantables, des affaires du style boycott for life. Puis, je pense que Go Steal Me, c'est fini. Je pense que la plateforme risque de mourir assez vite. Pas rien qu'à cause de ça, hein. C'est pas la première fois qu'ils se font prendre dans des affaires de même, sauf que je pense que c'est la première fois qu'ils ont décidé de rembourser tout le monde sans même que les gens aient à demander d'être remboursés. D'habitude, c'est ce qui se passait, ils pouvaient voler 5 millions, ils disaient au monde, moi, dans 3 mois, dans 3 semaines, si t'as pas fait une demande d'être repayé pour la donation que t'avais faite, qu'on donnera pas finalement, on va garder l'argent. Mais là, je pense que c'est la première fois qu'ils changent leur fusil d'épaule un peu, qui sont comme, on va vous repayer tout de suite. Tiens, c'est un peu bizarre. Fait que, comme je disais, puis c'est arrivé comme 24-48 heures après qu'on ait vu le boycott wave se passer. Puis je pense même que ce boycott wave-là a été caché un peu après par Facebook puis par Twitter. Parce que quand je me suis remis à refaire des recherches pour voir il était où les posts, la plupart étaient écrits this post is not available. Parce que mon Facebook est en anglais, mais il me disait finalement le post que vous recherchez ou ce post n'existe plus. Puis j'étais comme ok, étrange, tu sais. Il y a d'autres fois qui me disaient les informations n'étaient pas véridiques. Là j'étais comme oui. Ok. Tu sais. Voir que les informations sont pas véridiques quand la personne a fait juste dire moi je boycotte GoFundMe. Mais en quoi c'est pas véridique? T'es qui pour décider que la personne elle va faire ça puis que c'est vrai ou pas qu'elle va le faire? Tu sais, un peu sketchy. Donc
pour ça aussi que le Web 3.0 semble devenir de plus en plus populaire. Il y a des plateformes de réseaux sociaux, probablement, qui risquent de grandir, de naître de tout ça, dans le fond, qui vont empêcher ça, dû à leur décentralisation de l'information, ce qui va empêcher que quelqu'un dise « Ah, ben on délite tous ces posts-là. » Je pense que les posts qui vont être délités vont avoir été des posts qui vont avoir été votés par la communauté en majorité au bout de la ligne, et non des posts que un petit groupe select de personnes vont avoir dit à un autre petit groupe select de personnes qui font les vérifications, ben ça t'acceptes pas ça, puis ça tu me bloques tout ça. Ouais. Intéressant encore une fois, mais soyez prudents. Je pense pas que ça soit un vrai GoFundMe. J'ai même l'impression que ça pourrait être réutilisé plus tard pour dire ah voyez ceux qui organisaient le convoi ont organisé ça, mais dans le fond ils ont organisé ça par le crypto parce qu'ils savaient qu'ils pourraient voler le monde. Je pense pas que ça soit relié. Quand tu vas faire un tour sur l'espèce de GoFundMe ici, là, tu vois aucune personne qui est l'organisateur. Tu vois pas le nom d'aucune des personnes qui est les vrais organisateurs du convoi. Donc, quand je dis c'est louche. Quand je dis c'est sketchy, c'est ça, c'est louche. Okay? Donc, ensuite, on va parler du Bitcoin. Il y a un FS Insight qui, en fait, se trouve à être son nom. C'est Sean Farrell, qui est le Head of Digital Asset Strategy, qui a marqué vendredi que le Bitcoin risque de monter à 200 000 durant la deuxième partie de 2022, ce qui est comme OK. Puis il disait aussi que l'Ethereum pourrait monter à 12 000 dans le même quarter. Donc là, ce sont des prix assez crazy. Si on regarde ça en ce moment, Bitcoin, il disait 200 000 Bitcoin. Avec Bitcoin, on est à 44 000 en ce moment. On est reparti sur une belle petite montée en ce moment. Je ne peux pas dire on est reparti bull run. J'ai l'impression que ça serait... C'est ça, j'ai l'impression que ce serait risqué trop vite de se dire qu'on est reparti pour la bull run, mais quand même, on est tapé dans le bas de notre belle petite ligne ici, de tendance de Fibonacci Channel. Ce qui me dit que c'est intéressant. Est-ce qu'on va réussir à continuer à monter? On semble arriver à la Golden Pocket, qui est la 0.55 jusqu'à 0.618, qui est ces deux-là, ou une de ces deux-là, si on peut être certain. Hein. Attends un petit peu, 0.5, 0.618, ouais, c'est ça. Donc, ici. Donc, ce qui me donne l'impression qu'on pourra arrêter de là. Ensuite, on a Ethereum qui dit ça pourrait monter. Là, attendez un peu. Il dit Sean, il nous dit que ça peut monter à 200 000. Sean, il voit ça parabolique, lui. Je vous dis ça. Je sais pas si je suis aussi bullish que ça. Je vais peut-être enlever mes indicateurs. Mais j'avoue que si on regarde ça, la gang, je vois pas ça arriver tout de suite. J'ai l'impression que c'est tiré par les cheveux un petit peu. Bon, je vais essayer d'enlever mes affaires, mais je le vois pas, son haut. Bon. Hein, regardez 200 000, là, c'est loin dans l'échelle. Hein, on est ici de 200 000. Je trouve qu'il capote un petit peu le papy. Si on touche 100 000, je pense qu'on est beau. Puis là, fiez-vous pas à mes trendlines, jusqu'à un certain point. Il y a eu une coupe de barbeaux faite pour le plaisir de checker quelques trucs pour le fun. Mais, regardez, si on va toucher 120 000 cette année, je pense que je suis content. Puis même à ça, 120 000, c'est haut dans la charte. Il faudrait qu'il y ait de l'adoption sur un méchant temps. Je sais pas pourquoi il vaut ce prix-là, mais même 100 000 je serais vraiment content. Puis même chose pour l'Ethereum. L'Ethereum, en ce moment, on est à 3 000. Puis le petit monsieur, lui, il dit 12 000 durant le deuxième quart de l'année prochaine. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on complète les... vous voyez, si on ferait en ce moment un FIB, pas un FIB, mais un Elliott Wave, il faudrait qu'on ait tapé quasiment jusqu'à la fin de la 5e vague à cette hauteur-là. Je dis pas que c'est impossible en un an, là. Je peux pas le savoir pantoute, mais ouf. Assez crazy comme prédiction, si vous voulez mon avis. Pourquoi il dit ça? Il n'a pas précisé vraiment, mais il dit qu'à cause de l'adaptation des systèmes un peu comme les Decentralized Finance, DeFi system, puis à cause des NFT, puis toutes les autres applications qui sont données sur le Web 3.0 risquent de donner une massive growth, ce qui veut dire une croissance explosive jusqu'à un certain point, de l'Ethereum Network, puis du même fait, bien entendu, du Bitcoin. Donc, 200 000? Je sais pas, hein? Vous en pensez quoi, vous autres? Pensez-vous qu'on se rend là cette année, 200 000? Si c'est le cas, il y a bien d'autres affaires qui vont exploser. Puis, je connais du monde qui vont probablement être riches d'ici la fin de l'année. Si c'est le cas, en tout cas.
Ensuite, Gala qui gagne 117% en février. Pendant que les Play to Earn Crypto Gaming goes mainstream. Donc, le Play to Earn devient quand même pas mal, comme ils disent ici, mainstream. Ça veut dire qu'on commence à en entendre parler de plus en plus. Parce que là, on sait qu'il y en a beaucoup de gens de nos jours qui vont gamer, puis qui vont être des espèces de YouTubers qui vont être capables de gagner leur vie en gaming. Mais là, bientôt, ça sera plus juste ça. Vous allez pouvoir être capable de jouer, puis de gagner de l'argent en jouant à vos jeux. De façon peut-être permanente ou de façon passive jusqu'à un certain point. Puis il y en a qui vont dire, c'est qu'on va-tu pouvoir gagner notre vie avec ça? En tout cas, il va y avoir plus de possibilités, genre, et de loin. Okay? Mais est-ce que vous allez gagner vos vies avec ça? Pas nécessairement. Le point est que il va y avoir dans chaque jeu, il va y avoir des NFT qui vont être intégrés, ce qui va faire que, exemple, si vous jouiez à un jeu de ferme, puis que le cochon dans votre jeu de ferme, il permet de faire d'augmenter vos capacités de production de 20 et 30%, puis que ce cochon-là est quand même rare et dur à atteindre parce qu'il faut faire des missions spéciales, puis qu'il fallait être là durant un événement spécial, à une date spéciale, dans un an, comprenez-vous? Au bout de la ligne, la journée où vous arrêtez de jouer à votre jeu de ferme, ce cochon-là, vous allez pouvoir le revendre à quelqu'un qui joue encore, puis qui va le vouloir à cause de la rareté, des avantages, puis des bénéfices que ça a. Puis quand je dis le revendre, je parle pas de le revendre contre de la monnaie du jeu, comme c'est déjà probablement faisable pour la plupart. On parle de revendre vraiment. Bon, moi, j'ai acheté ça dans le temps, je l'ai gagné, ou quoi, il valait 100$ quand je l'ai gagné. Ça fait 3 ans que je joue, le jeu il a augmenté, il s'est amélioré, il y a même une nouvelle patch, tu peux transférer ton village du jeu numéro 1 au jeu numéro 2, parce que ça aussi, c'est ce qui s'en vient dans le web 3.0. Maintenant, vous allez acheter un jeu, vous allez pouvoir transférer de la version 1 à la version 2 au nouveau jeu, ok, pour la plupart. Donc, vous allez dire, moi, c'est correct, je joue plus à ce jeu-là, donc je vais aller sur le marché du jeu, puis pour de la vraie argent, je vais vendre les pièces qui valent de l'argent. Puis si moi, la pièce que j'ai eue, il y a 2 ans, elle vaut 100$, ça veut pas dire qu'elle vaut encore 100$, peut-être qu'elle en vaut 1000 aujourd'hui. Donc, c'est comme un transfert de valeur, puis la personne, il y a sûrement quelqu'un qui va le vouloir, le cochon, parce que peut-être qu'ils en ont juste fait 3000 dans le jeu, puis que maintenant, il y a des centaines de milliers de joueurs, puis qui en veulent, la plupart en veulent un. Donc, ils sont tous prêts à payer pour avoir le cochon parce que eux ils vont vivre de leur jeu. Puis là, quand je dis eux, ils vont vivre de leur jeu, il y en a qui. Nous, on est dans des pays riches ici. Okay? Je vais être franc avec vous. Là, mais si on va en Asie, il y en a que pour eux, gagner 1$ par jour, c'est crazy. Là. C'est le salaire de 2 semaines, ça. Là. Comprenez-vous, 1$. 1$, c'est beaucoup pour eux. Là. Ça nourrit leur famille, ça leur paye une voiture, ça leur. Eux autres, ils en font 2 puis 3 par mois. Là, vous leur dites qu'ils peuvent s'asseoir, jouer à un jeu sur leur téléphone cellulaire puis gagner une pièce par jour. Et là, toute la famille va se mettre à jouer. Là. Ils vont le payer 1000$ pour ton cochon. Eux autres, là, ils vont se mettre à jouer toute la famille à 5, 6. Au bout du mois, ils vont se l'acheter parce que ça va leur permettre de gagner 2$ par jour au lieu d'une. Puis là, au bout de la ligne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se payer un billet puis ils vont changer d'un pays puis ils vont être peut-être moins pauvres. Donc, pour beaucoup de gens, ça va changer le monde, ça, là. Peut-être pas pour nous, vous allez me dire, là. Jusqu'à un certain point, je pense pas aller me mettre à jouer à des jeux de ferme puis gagner ma vie nécessairement avec ça. Mais n'importe quel de vous qui a un chum qui joue à des jeux ou vous avez une copine qui joue à des jeux de ferme, dites-vous que ces jeux de ferme-là, un jour, vont peut-être y permettre de payer des cadeaux de Noël. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle va dire, j'ai gagné 2 cochons dans mon année, mais je n'ai pas besoin de 2. Je fais juste jouer pour le fun de jouer. Je vais en vendre un, puis... let's go, on va aller acheter ci pour Noël, on va aller acheter ça, on va aller, puis je vais m'en refaire un autre cochon durant l'année, comprenez-vous? Donc, je pense que ça devient quand même important, puis c'est pas pour rien, Gala est une espèce de grosse compagnie de jeux vidéo qui a décidé puis qui a annoncé totalement que eux ils s'en allaient vers le Play to Earn game, donc regardez, en février, le price a quand même skyrocket, ce qui est pas surprenant, à mon avis. Ça risque d'être la même affaire pour beaucoup de blockchain. Puis comme vous pouvez voir, regardez, en plus, la qualité du travail est quand même amazing. On n'est plus dans un petit jeu vidéo trop boboche du début du monde des NFT. Puis quand je parle de ça, c'est parce que, regardez ça, c'est le genre de trucs que vous allez avoir, qui sont les bases de dessin de ce que vous allez avoir dans vos jeux faits par Gala Game. Mais si on va voir un jeu qui est très populaire, mais qui est très affreux, si vous voulez mon avis, là. Ok. C'est Axie Infinity, je me suis regardé.
Hein? Ça, c'est le jeu Axie Infinity. Regardez comment c'est. Hein? Puis il y en a qui jouaient à ça. Là, en ce moment, il y a beaucoup moins d'argent à faire avec ce jeu-là. Mais il y en a qui ont gagné jusqu'à 6 puis 700$ par jour en jouant à ce jeu-là quand ce jeu-là commençait à sortir parce qu'ils sont arrivés tôt dans le jeu. Puis là, il y a eu une adoption de masse par les gens. Donc, c'est une espèce de jeu combat de style Pokémon, là, mais je vous avoue que ça n'a même pas l'air de des Pokémon, là. Des boules avec des points, puis des lignes, puis en tout cas, c'est laid. Mais, voyez, on en est loin, ok? Mais au début, quand on parlait de Play to Earn, c'était l'exemple de Play to Earn, comprenez-vous? Les gens, c'était à ça qu'ils associaient la catégorie de jouer pour gagner, okay? Jouer pour gagner de l'argent. Donc, on a changé pas mal, on s'en va vers de quoi de pas mal plus intéressant, puis c'est pas pour rien que le gars-là sont prêts à augmenter. Ils ont aussi des bons partnerships, comme là ici, il y a Flair qui parle de Gala, je pense qu'ils ont fait des partnerships avec quand même d'autres grosses compagnies. Donc, à surveiller, je pense, pour 2022. Gala me fait beaucoup aussi penser à Wax Blockchain, qu'on n'a pas de nouvelles dernièrement, peut-être sur les sites web, mais je vais sûrement faire une évaluation dans les semaines à venir, une ou deux. Wax Blockchain Protocol, qui semble très très prometteur, très bas prix en ce moment, au même titre que Immutable X, qui est un Layer 2 pour les NFT, Layer 2 de Ethereum. Donc, encore une fois, super intéressant. Sinon, XRP qui a gagné 30% après que Ripple a la permission de s'expliquer son Fair Notice Defense contre la SEC. Donc, je vais vous traduire ça ici. Je l'ai déjà traduit à quelque part un peu vite fait. Mais on va lire ça ici. C'est la partie la plus intéressante, si vous voulez mon avis, pour ce qui est du cas avec Ripple, pour ce qui est de ce qui se passe. Déjà, le price a monté, ce qui était quand même intéressant. Et XRP, un petit peu. On va switcher peut-être sur du daily. Donc, vous pouvez voir, on a quand même une petite rise price. On a passé quand même de 0,59 à 0,80, ce qui est un bon pourcentage. Puis, ça a été pas mal depuis la nouvelle qu'on a eue, qui est la nouvelle qui dit que l'Adlu... Attendez un petit peu, je vais ramener ça. Donc, qui dit que la juge Annalisa Torres a accordé à Ripple l'autorisation de répondre aux mémoires de la SEC à l'appui de la défense de la requête en radiation d'un avis équitable selon les documents judiciaires. Donc, c'est comme si la cour avait dit finalement aux avocats de Ripple, OK, vous avez demandé telle affaire, j'accède à votre demande. Puis la demande finalement que Ripple a faite, ils l'ont faite parce que selon eux, ça va leur donner un gros avantage dans ce qui va être dit puis dans la suite du procès de la SEC, qui est la sécurité. Ils sont supposés être là pour surveiller s'il n'y a pas de fraude de fait dans tout ce qui est argent ou en bourse, avec les actions, etc. Donc, c'est le pourquoi la SEC est allée en cours contre Ripple. Puis, pour l'instant, Ripple se défendait quand même bien. Puis, il avait demandé quelque chose qu'on appelle une motion pour Strike Fair Notice Defense, qui leur permet de demander des documents pour évaluer ce que la SEC pouvait peut-être penser et dire dans leur comment je dirais ça, dans leur petit caucus fermé à eux en dessous des bureaux, pour voir peut-être si le blâme qui leur est envoyé est vraiment justifié. Parce que d'un côté, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, Ethereum, lui, a eu carte blanche pour tout ce qu'il a fait. Puis de l'autre bord, tu as XRP qui, lui, s'est fait traîner en cours. Puis on sait même qu'il y a des gens qui travaillent pour la SEC qui ont eu main basse sur l'Ethereum avant même qu'il y ait carte blanche de la SEC, ce qui laisse sous-entendre, ou du moins qui paraît très louche, que la SEC probablement avait une espèce de contrat non écrit avec la blockchain Ethereum puis les créateurs de ça pour justement aller à l'encontre de d'autres projets comme XRP qui auraient pu leur damer le pied un peu à Ethereum. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? On ne sait pas. Je sais que la juge a accepté la demande
de Ripple. Donc, la juge Torres, si je continue ici, là, juge Torres a également ordonné la divulgation de 3 documents concernant l'affaire SEC contre Ripple, y compris le fil de discussion et l'avis de déposition du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et sa chaîne de messagerie et la chaîne de messagerie du fondateur, de Chris Larson. Donc, puis, toutes ces nouvelles-là, ça a été accueilli positivement. On a vu une rise quand même de 30%. Les marchés ont accueilli positivement les ordres du juge Torres. Peu après le temps après l'arrivée sur le fil, dans le fil des news, dans le fond, le prix du Ripple a augmenté de 30% en passant de 0,58 à 0,78, ce qu'on regardait tout à l'heure. Regardez, on était bas, 0,57, puis on est monté à 0,79 en ce moment. Donc, encore plus haut que ce qui a été dit ici. Donc, encore une fois, Ripple, pour ceux qui hold pas de Ripple, personnellement, j'en hold un peu. Je me dis que la journée où ils vont sortir de cours, s'ils sortent vainqueurs, Ripple va monter probablement à 1 pièce. Après, est-ce qu'on est capable de monter à 5, 10, 20, 100? Aucune idée. Je trouve que ça serait là encore fou un peu de se prononcer. Mais il faut avouer qu'au nombre de, pour ceux qui ne connaissent pas Ripple, au nombre de partenariats à travers le monde avec des systèmes financiers partout dans le monde, en Inde, en Asie, en voulez-vous, c'est épouvantable. Ils sont en train de remplacer le système SWIFT, malgré le fait qu'aux États-Unis, ils sont traînés dans la bouette par la SEC. Que tout le monde trouve un peu ridicule. Là. C'est comme si tout le monde était comme, pourquoi la SEC a fait ça, c'est même pas de leur ressort. Là. Mais c'est quand même intéressant. Je pense que ça va créer un précédent en cours s'ils gagnent. En plus, ça va permettre à plein d'autres cryptos de peut-être pas disparaître vu leur bon processus et leurs bonnes idées. Mais là, c'est parce que si Ripple perd en cours, ces projets-là risquent de mourir parce qu'ils vont être désignés comme étant des sécurités, ce qui sont vraiment pas au bout de la ligne. Et ça va être jugé comme si ces cryptos-là étaient jugés comme des actions, ce qui est pas en tout la même affaire. Donc, au bout de la ligne, ça pourrait créer une espèce de gros tsunami dans le monde de la crypto qui pourrait vraiment nous ramener dans un bear market solide. Donc, 2022, tu as vérifié. Si la SEC gagne puis que Ripple perd, ça se peut bien que ça soit un déclencheur assez puissant pour peut-être créer un bear market assez long pour qu'on ait de la misère à s'en remettre. Là. Je dis pas qu'on va pas monter durant l'année, là, au contraire, on en a parlé un peu tantôt, tout le monde qui pense qu'on peut monter jusqu'à 200 000. Si on se rend jusqu'à 70 000, déjà ça va être beau. Mais après... Après, je suis bien curieux de savoir si on va être capable de défoncer quoi que ce soit. Donc, après un bon 37 minutes de news, ça suffit. La gang, je vous laisse là-dessus. Hein? Je pense qu'on a parlé d'une couple d'affaires. On a fait le tour pas mal. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Puis, on se revoit sûrement demain ou durant la semaine. Je regarde pour faire une autre vidéo de digging. Puis, d'expliquer justement une nouvelle blockchain. So, that's it. Peace.